Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Rationalisme. Rationalisme. Collection fondée et dirigée par Paolo Quintilli. Ouvrage paru. Anselmo Aportone, Kant et le pouvoir réceptif 2014. Éric Puiset, L'hégélianisme et son destin français 2012. Jacques Donte, Diderot, Raison, philosophie et dialectique, suivi du neveu de Rameau, 2012. Introduction à l'édition française. 5 ans après la première édition italienne de ce livre, il convient d'ajouter à la présentation de cette traduction française quelques considérations de caractère général. La première concerne la cohérence globale du modèle de langage que nous proposons ici. L'idée que les aptitudes humaines de communication sont à considérer par rapport à la théorie de l'évolution, et notamment à la thèse de la coévolution entre cerveau et langage. C'est un pilier de la proposition que ce livre présente. Elle constitue très probablement la direction vers laquelle devra s'orienter la recherche en sciences cognitives sur l'origine du langage dans les temps à venir, étant donné les résultats positifs de l'expérimentation menée. Cependant, il est essentiel que l'enquête sur les origines de nos capacités communicatives prend en compte une analyse rigoureuse de l'évolution des systèmes d'élaboration impliqués dans la naissance de la faculté du langage, pour éviter que la thèse de la coévolution n'apparaisse comme une simple hypothèse de bon sens. Sans une analyse détaillée des systèmes d'élaboration impliqués dans le rapport d'interaction entre le cerveau et le langage, la thèse de la coévolution n'a aucune valeur explicative. Afin de développer le sujet des origines du langage en rapport à une hypothèse d'interprétation qui prenne en compte le processus d'amorce de la communication du point de vue des systèmes d'élaboration impliqués, il faudra s'engager forcément dans la direction d'une approche théorique fondée sur des architectures cognitives qui n'ont pas été sélectionnées de façon explicite dans le but de l'élaboration linguistique. Une telle thèse a des répercussions profondes dans la manière de considérer le langage. En effet, le système d'élaboration à la base de la communication, d'après cette thèse, est un système qui exploiterait largement les dispositifs d'élaboration de la cognition humaine. Soutenir que le langage est le produit de la cognition humaine est un premier pas, sans doute, pour aborder de manière correcte le problème de son origine. En fait, ce n'est qu'en faisant appel à une idée de ce type qu'il est possible d'aborder la question des origines sans faire appel à la différence qualitative, comme le font les partisans de la thèse du caractère spécial des êtres humains dans la nature qui s'inspire de Descartes, entre les individus de notre espèce et les autres animaux, Beauluy et al., 2014, Hauser et al., 2014. Cela dit, le problème du type d'architecture cognitive impliqué dans les premières phases de la communication humaine reste un choix à accomplir en totalité. Quel type de processus et de système d'élaboration est-il légitime de prendre pour hypothèse à la base de l'origine du langage ? À travers la critique de l'idée que la grammaire universelle, GU, puisse être interprétée comme étant le composant essentiel de la communication humaine, émergent deux aspects particulièrement intéressants à approfondir. Le premier concerne une question d'ordre général. S'il est plausible de soutenir que l'obstacle principal que les cartésiens ont rencontré devant le problème de l'origine du langage ait été leur conception abstraite et formelle, qu'ils ont pu attribuer à la compétence du locuteur-auditeur idéalisé, alors la démarche à suivre pour comprendre la façon dont le langage a trouvé son origine se situe dans la considération des pratiques communicatives dans les contextes réels d'usage. C'est bien ici, dans le passage de la priorité accordée à la grammaire à celle qu'il faut accorder à la pragmatique, que les prétendues entités idéalisées dont parle Chomsky laissent la place aux individus concrets, en chair et en os, et à leur engagement effectif dans les échanges communicatifs réels. Adornetti et Ferretti 2014. Or, lorsqu'on s'interroge sur le langage par rapport à la communication effective, non pas en abstrait, par rapport à la parole d'ange désincarné, le lieu où les caractéristiques spécifiques de la communication humaine se manifestent avec plus d'évidence est le plan de la conversation. C'est sur ce plan qu'émerge l'aspect le plus intéressant du langage, pour notre but. Puisque converser c'est construire un équilibre entre le flux des expressions, et des pensées du locuteur et le flux de pensées, et d'expressions, de l'auditeur,
Le premier aspect sur lequel il faut enquêter, c'est la compréhension de la manière dont les individus réussissent à tenir la route tout le long du flux de la parole. Il s'agit du premier aspect important à enquêter. La référence à l'utilisation du langage dans les contextes effectifs de conversation se dessine donc comme étant le passage de la priorité accordée à la phrase, à sa structure par constituant, de manière spécifique, au primat qu'il faut accorder au plan du discours. Dans une perspective de ce type, c'est la cohérence discursive, une propriété pragmatique, qui prend la place du principe de récursivité établi par Chomsky et les néo-cartésiens, comme étant à la base de la syntaxe des énoncés. La référence à l'élaboration du discours a des implications directes, par-delà la reconnaissance des propriétés qui caractérisent le langage, surtout sur la reconnaissance des systèmes d'élaboration qui en garantissent le fonctionnement. Quel type de système cognitif doit-on mettre en cause pour expliquer des processus de ce type ? Quels processus d'élaboration doivent être mis en cause pour construire le fil du discours et rendre ainsi possible cet équilibre entre locuteur et auditeur sur lequel seulement peut se régir la communication humaine ? L'hypothèse qu'avance notre livre aux origines du langage humain est que l'élaboration du flux de la parole serait étroitement liée à la capacité de tenir la route pour atteindre le but, dans la navigation dans l'espace. Au fondement de cette hypothèse, en effet, il y a l'idée que la cohérence discursive, conçue comme la capacité à construire une séquence ordonnée d'expressions en vue d'un objectif spécifique à atteindre, puisse être interprétée à travers la métaphore de la navigation, comme le principe conducteur à la base de la capacité de suivre la bonne direction dans la production-compréhension du fil du discours, Ferretti, 2014, Ferretti et al., 2013. La preuve la plus fondée en faveur de notre hypothèse vient du cas des pathologies. Il n'y a pas un meilleur moyen pour comprendre le rôle de la cohérence dans la construction du discours que celui d'observer ce qui se passe dans les déficits du langage. Le cas du déraillement schizophrénique, caractérisé par l'incapacité de tenir la route dans le flux de la parole, peut être considéré le cas exemplaire pour expliquer la métaphore de la navigation dans l'espace comme clé pour comprendre la construction du discours. Mais il y a davantage de cas. Des preuves provenant de la littérature neuroscientifique montrent que la navigation dans l'espace est étroitement associée à la navigation dans le temps. Le caractère inexorablement temporel du flux de la parole oblige le locuteur et l'auditeur à des projections continues vers l'avant, pour anticiper ce que l'autre est sur le point de dire, et en arrière, pour contrôler si le locuteur est en ligne avec ce qu'il a déjà dit. Ces projections continues dans le temps, qui sont à la base de la production-compréhension du discours, mettent en cause un système cognitif spécifique, ce qu'on appelle mental time travel, voir Suddendorf et Corbolis 2007. Pour autant que ce système cognitif soit utilisé, normalement, pour expliquer des processus d'élaboration impliqués dans l'analyse des constituants de la phrase, notre idée, dans Aux origines du langage humain, est que le rôle majeur du mental time travel dans le langage concerne l'élaboration du plan du discours. Des résultats expérimentaux, en cours de publication, considérant des sujets autistes, par notre groupe de recherche de l'Université de Rome 3, dans un travail conjoint avec l'Université de Udine et l'hôpital pédiatrique Bambino Gesù de Rome, nous pousse à mieux estimer, comme étant la plus solide, l'hypothèse d'une relation directe entre le système de navigation dans le temps et les capacités narratives humaines, Ferretti 2014. La capacité humaine à construire des discours fait appel à un esprit capable de naviguer dans l'espace et dans le temps. C'est dans ces précurseurs cognitifs, en effet, qu'une perspective de la communication humaine fortement enracinée dans la pragmatique du langage peut trouver son fondement. De façon plus détaillée, la référence à la travelling mind peut être utilisée avec profit pour enquêter la naissance du langage, à la suite de son fonctionnement. En effet, du point de vue de la communication dans les contextes d'usage, le fait de soutenir que les propriétés les plus remarquables du langage soient repérables sur le plan de la construction du discours, équivaut à soutenir que le sujet « origine du langage » est inextricablement lié au fondement proto-discursif de la communication humaine. Une fois ce point acquis, le déplacement de perspective de la grammaire à la pragmatique a des conséquences qui ne concernent pas seulement le plan de la communication. D'un point de vue plus général, cette mise en cause de la perspective néo-cartésienne du langage a des retombées directes sur la manière de concevoir l'esprit humain et à travers cela,
sur la manière de concevoir la nature humaine, Ferretti et Adornetti 2014. La reconnaissance du rôle que jouent les systèmes de navigation dans l'espace et dans le temps dans l'origine et dans le fonctionnement de la communication humaine représente un instrument efficace pour contrer la thèse du langage en tant que capacité unique en nature, dont on ne peut retrouver des précurseurs ni parmi les animaux non humains, ni parmi les hominidés qui ont précédé Homo sapiens au cours de la phylogenèse. La référence au système de navigation, en effet, se prête bien à mettre en valeur l'idée que la cognition soit étroitement liée à la manière dans laquelle les organismes, y compris bien évidemment les êtres humains, se meuvent et agissent dans le milieu où ils vivent. L'arrière-plan conceptuel de ce livre, non seulement caractérisé par la référence à la pragmatique du langage, se définit aussi, et surtout, par l'appui à l'idée que le fondement pragmatique du langage ne soit qu'une partie d'une perspective plus générale, dans laquelle l'agir dans le monde et l'agir sur le monde représentent le trait caractérisant de la cognition humaine, Adornetti et Ferretti 2014. Contre les modèles abstraits et formels de l'esprit, avancés et soutenus par les partisans de l'orthodoxie cognitiviste, qui sont encore bien ancrés dans la psychologie évolutionniste de marque néo-cartésienne, l'adhésion au paradigme théorique de la embodied cognition représente un choix important, dans le but de garantir une perspective de l'esprit humain bien fondée du point de vue évolutionniste. Adhérer à un paradigme de ce type constitue une bonne méthode pour freiner les résistances de ces chercheurs qui continuent de regarder avec détachement, pour ne pas dire avec mépris, la théorie de l'évolution et de considérer notre sujet, l'origine du langage, une question sur laquelle il ne convient pas de s'attarder ou d'employer trop d'énergie. En dépit de ce que peuvent en penser ces chercheurs qui revendiquent, avec tant d'orgueil, leur référence à Descartes, le sujet de l'origine du langage, au contraire, mérite une grande attention et représente l'un des domaines de recherche du plus haut prix pour la recherche actuelle autour des capacités humaines de communication. Francesco Ferretti. Rome, le 22 mars 2015. Introduction. 144 ans, 2 mois et 12 jours pour la précision. C'est le temps, au moment de la rédaction de cette introduction, qui nous sépare du célèbre édit de la Société de linguistique de Paris, approuvé par décret ministériel le 8 mars 1866, dans lequel était stipulée l'interdiction aux membres de cette société de présenter des rapports concernant le problème de l'origine du langage. Beaucoup de temps s'est écoulé, mais cet interdit continue d'alimenter à travers les études contemporaines l'idée qu'il est préférable de ne pas s'atteler à des recherches trop poussées sur le thème de l'origine du langage. Vu qu'il n'est pas possible de vérifier de prime abord l'apparition du langage chez nos ancêtres, et que les pièces fossiles que nous possédons ne constituent pas une aide efficace, parce que le langage ne laisse pas de traces ou plutôt laisse des traces plus indirectes, l'opinion qui gagne à travers les études effectuées, est que les difficultés liées au sujet en question sont avant tout d'ordre empirique. En dépit de ces considérations, notre idée est que les raisons qui continuent à alimenter l'ostracisme à l'égard des études qui touchent à l'origine du langage sont davantage d'ordre idéologique qu'empirique. Au préalable, il faut tenir compte du regard sceptique véhiculé par la tradition humaniste à propos de la théorie de l'évolution, et la théorie de l'évolution est, à notre avis, l'unique mode correct pour cerner le thème de l'origine du langage, mais avant tout une certaine manière de comprendre le langage et d'appréhender le rôle qu'il a joué dans la constitution de la nature humaine. L'interdiction mise en place par la société et les recommandations qui se fondent sur le célèbre édit conseillent de ne pas s'atteler à ce travail fastidieux, pour avoir moins de soucis dans la vie. Malgré, et à l'encontre de ces recommandations, voilà un livre sur le problème de l'origine du langage. Plus précisément, c'est un livre qui aborde ce problème dans une perspective évolutionniste, fondée sur le legs plus puissant de la leçon darwinienne, l'idée que les humains sont des animaux parmi les autres animaux. L'un des obstacles idéologiques majeurs contre la reprise des recherches sur le thème de l'origine du langage est la conception cartésienne qui domine aujourd'hui dans les recherches se rapportant au domaine cognitif. Pour Descartes, l'âme rationnelle est à la base de la différence qualitative entre les humains et les autres animaux. Pour beaucoup de chercheurs contemporains, le langage, qui a pris la place de l'âme, est une caractéristique capable de conférer aux humains le statut d'entité spéciale, dans la nature.
Croire que pour les êtres humains l'histoire s'est déroulée différemment que pour tous les autres animaux est une interprétation qui alimente fortement notre orgueil anthropocentrique. Selon cette interprétation, les humains ne divergent pas des autres animaux dans la manière où chaque espèce animale est différente d'une autre espèce, puisque les humains ne sont pas uniquement des animaux. Penser le langage dans les termes de la différence qualitative avec le reste du monde animal coupe à la racine toute possibilité de regarder les aptitudes verbales humaines comme une forme d'adaptation biologique due à la sélection naturelle. Du point de vue adopté dans ce livre, le fait que l'on puisse s'enorgueillir des capacités d'adaptation extraordinaires qui caractérisent notre espèce n'est pas en opposition avec l'idée que de telles capacités nous ramènent à la nature animale des êtres humains. Se plaçant dans l'héritage de la tradition darwinienne, notre idée est que les recherches relatives à la particularité spécifique de notre espèce doivent avancer en même temps que les analyses communes à d'autres espèces animales. En effet, interroger l'origine du langage dans une optique évolutionniste consiste à analyser l'apparition des capacités verbales en termes d'habilités plus simples et fondamentales, déjà présentes chez d'autres animaux ou chez les autres espèces d'hominidés qui ont marqué le parcours évolutif de l'Homo sapiens. Au centre de notre thèse est l'idée que les premières étapes de la communication humaine soient gouvernées par les habiletés cognitives aptes à enraciner fermement les organismes à l'environnement dans lequel ils vivent. C'est grâce à ces capacités que les organismes conquièrent une situation d'équilibre avec le milieu extérieur, souvent au prix d'un gros effort. Partant, si l'idée des humains animaux parmi les autres animaux doit représenter le présupposé méthodologique de la recherche concernant n'importe quelle capacité humaine, il est probable que la référence à l'effort d'équilibre, mis en œuvre par les organismes pour s'adapter au milieu ambiant revient à jouer un rôle fondamental même dans l'analyse de l'origine et du fonctionnement du langage. À cet égard, il nous faut accomplir une véritable révolution. Quoique les modèles du fonctionnement du langage qui ont cours aujourd'hui se rapportent à la production-compréhension linguistique en termes de processus d'élaboration entièrement automatiques et mécaniques, qui surviennent sans aucun travail de la part de locuteurs, le fait que les échanges communicationnels effectifs impliquent un effort d'élaboration est un phénomène dont on fait facilement l'expérience et qui est accessible à tous. Le cas typique est représenté par la dimension du flux du parler, dont l'effort mis en acte par les interlocuteurs dans la tentative de maintenir le fil du discours, montre à l'évidence que la communication se règle sur un équilibre, plus que précaire, entre les intentions du locuteur et les attentes de l'auditeur. Une des hypothèses majeures de ce livre est l'idée que l'effort d'équilibre mis en place par les locuteurs dans la communication effective peut fonctionner comme une clé pour accéder à la compréhension de l'émergence des capacités verbales dans la phylogenèse. À l'appui de cette hypothèse, une seconde idée est étroitement liée à la première, la métaphore de la communication comme étant une forme de navigation dans l'espace. La capacité de certains animaux de s'orienter dans l'espace est certainement étonnante. Lorsque nous y prêtons attention, notre imagination s'adresse immédiatement aux itinéraires des oiseaux migrateurs, ou encore aux milliers de kilomètres parcourus par les animaux marins pour traverser d'un côté à l'autre de l'océan. Mais nous n'avons pas besoin de recourir à des exemples aussi distants de nous. Les difficultés liées à la capacité de conférer l'orientation et la direction au parcours apparaissent de toute évidence quand le navigateur satellitaire de notre voiture tombe en panne, nous laissant du coup avec le problème à résoudre du choix du prochain croisement. À la base de notre argumentation est l'idée que la communication est à faire de bien près avec la navigation dans l'espace. Par analogie avec ce qui se passe dans une tentative pour atteindre une destination, le locuteur construit le flux communicatif conférant la direction et l'orientation à ce qu'il énonce, et l'auditeur reconstruit ce que le locuteur est en train de dire en s'efforçant de maintenir sous le contrôle le plus strict la direction et l'orientation du flux discursif. La preuve la plus évidente du fonctionnement des processus de ce type, dans la communication verbale, est représentée par le cas où, suite à un déficit du système d'élaboration, le flux de la parole se trouve fortement compromis. Le déraillement continu, l'incapacité de maintenir la direction correctement, typique de l'élocution des schizophrènes comme nous le verrons de plus ample manière au cours de ce livre, représente le cas exemplaire de cette incapacité.
L'idée que l'origine du langage doit être analysée en référence aux notions des efforts d'équilibre et de navigation dans l'espace représente le centre théorique de notre livre. Considérer le thème de l'origine du langage à partir de telles notions est une façon de donner corps à la leçon de Darwin, selon qui la recherche relative aux caractéristiques les plus particulières de la nature humaine doit toujours être sous-tendue par l'analyse des caractéristiques plus générales que les humains partagent avec les autres espèces. C'est en rapport à une opération de ce genre que l'enseignement dispensé par Darwin, de regarder les êtres humains comme des animaux parmi les autres, trouve sa pleine réalisation. Lorsqu'une telle opération s'accomplit, la question de l'origine du langage devient de nouveau pleinement légitime. En dépit de ceux qui sont disposés à croire qu'il y a de bonnes raisons pour continuer à respecter l'interdiction imposée par la société parisienne. Les thèses présentées dans ce livre ont fait l'objet de nombreuses discussions avec des amis et des collègues. Un grand merci à Mario De Caro, Marta Di Deda, Rosaria Eguidi, Alessandra Falzon, Lia Formigari, Daniele Gambarara, Elisabetta Gola, Franco Lopiparo, Massimo Maraffa, Marzia Mazer, Maria Francesca Palermo, Alfredo Paternoster, Antonino Penici, Pietro Perconti, Maria Primo, Roberto Puglia, Paolo Quintilli, Maria Stella Signoriello, Silvano Tagliagambe, Paolo Virno, Tiziana Zala. Pour les discussions quotidiennes sur les questions abordées dans ce livre et les débats théoriques houleux, lors des séminaires du groupe de recherche sur l'origine du langage, la stimulation intellectuelle la plus forte dans ces dernières années de travail, un remerciement spécial à Erika Cosentino, Inès Adornetti, Maria Grazia Rossi et Pasqualina Riccio. Ma gratitude pour Tulia va bien au-delà de tout remerciement. Je dédie ce livre à Mauro Dorato et à Giovanni Iorio Giannoli, des amis fraternels avec lesquels nous avons tissé des liens indéfectibles. 1. Complexité. À cause de sa colère, il ne réussit même pas à parler. L'année 1869 fut une année amère pour Darwin, une année de trahison et de désillusion. Tout d'abord Alfred Wallace. Dans le compte-rendu de la 10e édition des Principles of Geology de Charles Lyell, un des textes de base de la pensée darwinienne, le co-inventeur de la théorie de la sélection naturelle avait brusquement changé d'avis. À preuve de la radicale diversité des humains par rapport aux autres animaux, il soutenait que la conscience et le cerveau ne pouvaient pas s'expliquer en se référant aux lois naturelles. Darwin était en train de travailler à The Descent of Man, et le changement de point de vue de Wallace lui apparut comme un sombre présage. Et le pire devait encore arriver. Le 3 juin de la même année, Saint George Mivart, un disciple de Thomas Henry Huxley, devint membre, fortement soutenu par son maître, de la Royal Society. Mivart adressa à son tour aux darwinistes une série d'écrits, parus dans le périodique catholique, Mons, qui attaquaient de manière explicite et sans ménagement la théorie de l'évolution. Et ce n'était pas tout. À peine Darwin eut remis à l'éditeur les épreuves de The Descent of Man 15 janvier 1871, paru en The Genesis of Species, le livre qui peut être considéré comme la plus destructrice attaque mondiale arrivée à Darwin durant toute sa vie. Desmond et Moore, 1991, page 640. Ainsi que Wallace, Mivart aussi soulignait la faiblesse de la théorie de la sélection naturelle, pour expliquer les propriétés plus spécifiques et plus nobles des êtres humains. Pour ne pas démentir son propos, Wallace se rangea du côté de Mivart, confiant à Darwin qu'il trouvait les arguments anti-sélectionnistes avancés dans The Genesis of Species entièrement convaincants. Une telle attaque laissa Darwin complètement abasourdi et sans parole. Il devait immédiatement se mettre à l'abri de ses critiques. Selon ce qu'on avait écrit dans The Genesis of Species, si la théorie de la sélection naturelle était vraie, le monde organique, l'extraordinaire beauté et l'harmonie de ses manifestations, auraient été seulement le produit accidentel du hasard. Au caractère accidentel de la genèse des organismes, Mivart opposait une conception de l'évolution gouvernée par des poussées et des tendances internes, une connotation fortement finaliste du développement de la vie organique. Comme le souligne Brown, 1996, en effet Mivart opta pour un compromis théologique soutenant que le processus des variations était guidé par un être supérieur capable d'indiquer un projet ou une direction dans le processus évolutif. IVI, page 330. Expliquer le processus évolutif en termes téléologiques,
en se réclamant du dessein d'un Dieu architecte, consistait à trahir les fondements même de la théorie darwinienne. Et pourtant ce n'était pas la téléologie qui inquiétait le plus Darwin. La critique qui l'inquiétait le plus était l'argument des organes naissants. C'est en utilisant de tels arguments que Mivart, 1871, soutenait que les différences caractéristiques qui distinguent les espèces auraient pu se développer soudainement et non graduellement, IVI, page 34, et que donc la sélection naturelle ne pouvait pas être le dispositif à la base du processus évolutif. Avec l'argument des organes naissants, Mivart touchait à l'un des nœuds centraux de la théorie darwinienne, le gradualisme, la succession de modifications nombreuses, successives et légères que Darwin avait posées comme fondement de son hypothèse d'interprétation. En plus d'une puissance explicative interne évidente, l'argument des organes naissants repose sur une forte vraisemblance intuitive. Ce n'est pas un hasard si les arguments de Mivart réapparaissent aujourd'hui, dans le débat qui agite la théorie de l'évolution. La question des organes naissants mérite une analyse attentive, car elle touche à une question d'une importance fondamentale pour la compréhension de l'origine et de la nature du langage. Le rapport entre la complexité et l'évolution. Dans sa critique de la sélection naturelle, Mivart s'appuyait sur l'inefficacité explicative des justifications en termes gradualistes de l'apparition d'organes extraordinairement complexes, comme les yeux ou les ailes. Dans de tels cas, l'argument de Mivart apparaît très convaincant. À quoi pouvaient légitimement servir les variations initiales d'organes dont la fonction n'est telle que lorsque le corps est entièrement construit? Sur quoi la sélection naturelle pouvait-elle opérer si la fonction d'un organe n'est telle que lorsque cet organe est entièrement développé? Si la sélection naturelle est incapable d'expliquer l'origine d'organes complexes en termes gradualistes, alors il n'y a qu'une autre explication à prendre en considération. La complexité dans la nature dépend d'un événement soudain qui peut l'établir en un seul coup. Le cas de l'œil, mais aussi celui de l'aile, est l'exemple, à partir de Mivart, qui revient le plus souvent. Que l'œil humain soit un système extraordinairement complexe, c'est un fait difficilement contestable. Il est composé d'un grand nombre d'unités structurelles reliées entre elles par un réseau très sophistiqué de relations. Selon l'argument des organes naissants, un dispositif de ce genre ne peut pas être le produit évolutif de modifications nombreuses, successives et légères, parce que les fonctions qui le caractérisent comme un tout homogène ne se rencontrent pas dans les parties constituantes, prises singulièrement. La thèse de Mivart, en effet, affirme que, du moment qu'elles n'ont aucune utilité jusqu'à ce que les connexions requises se soient développées, de telles coordinations aussi complexes et simultanées auraient jamais pu être produites à partir de commencements infinitésimaux. Mivart, 1871, page 35. Dans une perspective de ce genre, seul un œil complètement développé est en mesure d'assurer la vision. Un œil au stade initial, incapable de voir, n'est pas à proprement parler un œil. Le système pleinement développé, en substance, présente des traits non conciliables avec l'œuvre de la sélection naturelle. Les critiques de Mivart restent invariables encore de nos jours. Voici un exemple tiré d'I-Ching, 1982. Ou bien l'œil fonctionne comme un tout, ou bien pas du tout. Donc, comment a-t-il pu se développer par des améliorations darwiniennes lentes, progressives et infiniment petites? Est-il vraiment plausible que des milliers et des milliers d'heureuses mutations fortuites se soient produites pour concourir à l'évolution synchrone du cristallin et de la rétine, qui ne peuvent fonctionner l'un sans l'autre? Quelle contribution à la survie peut représenter un œil qui ne voit pas? Cité dans Dawkins, 1986, page 80, Trad FR, page 101. L'argument des organes naissants touche à la racine, le présupposé du gradualisme darwinien. Le point de la discussion est clair. S'il n'est pas possible de rendre compte de la formation d'organes complexes en termes de modifications nombreuses, successives et légères, alors la complexité des systèmes organiques ou bien se donne tout à la fois, ou bien pas du tout. C'est pourquoi, la complexité ne pouvant être expliquée en faisant appel à la sélection naturelle, l'unique explication possible de la présence en nature des systèmes complexes dépend d'un acte de création. Le caractère de tout ou rien, attribué aux systèmes complexes, épouse avec bonheur la thèse de l'architecte divin. De tels systèmes exhibent en effet un projet et une fin, deux propriétés particulièrement souhaitées dans un mariage de ce genre.
Projet et fin présuppose un concepteur capable de faire converger la structure projetée et la fin programmée d'avance pour elle. Il s'agit de la doctrine du dessin intelligent, qui réapparaît récemment sous les feux de la rampe dans les œuvres des néo-créationnistes américains, B. 1998, pour une discussion critique, confère. Pievani 2006, Franceschelli 2005. Cette doctrine a des antécédents illustres. Dans la Natural Theology 1802, William Paley montre la nécessité d'un architecte divin en présentant le fameux argument par analogie illustré par le cas d'une horloge. En traversant une lande, supposons que mon pied vint à heurter une pierre, et qu'on me demanda comment la pierre était arrivée jusque-là. Je répondrais peut-être que jusqu'à preuve du contraire, elle avait toujours été là, et il ne serait pas non plus très facile de démontrer l'absurdité de cette réponse. Mais supposons que j'eusse trouvé une montre par terre, et qu'on s'inquiéta de savoir comment la montre put se trouver en cet endroit. Il me viendrait difficilement à l'esprit la réponse que j'avais donnée tantôt, à savoir que, autant que je sache, la montre aurait pu avoir toujours été là. Paley 1802 page 7, Cité in Dawkins 1986 page 5, Trad FR page 19. L'argument par analogie utilisé par Paley peut s'étendre à tous les organes d'une extraordinaire perfection et complexité. En outre, il peut être étendu à tout l'univers dans sa grande harmonie et perfection. Comme un horloger doit avoir configuré l'horloge, de même nous devons penser à un concepteur divin pour rendre compte du projet finaliste qui est à la base de chaque aspect de l'univers. L'argument par analogie a un fort impact intuitif. À l'époque où il était étudiant à Cambridge pour devenir pasteur anglican, Darwin lui-même avait trouvé cet argument extraordinairement convaincant. 1. Le coup de maître de Darwin. Après avoir récupéré de l'état de prostration dans lequel l'avaient laissé les attaques de Wallace et Mivart, Darwin commença à penser à des contre-mouvements possibles. Mivart, encore plus que Wallace, méritait une leçon. L'argument des organes naissants, en fait, en plus de remettre en question la théorie de la sélection naturelle, proposait une conception de la nature humaine totalement inacceptable pour Darwin. Dans The Descent of Man, le père de la théorie de l'évolution avait mené son discours jusqu'aux conséquences extrêmes. Compte tenu des activités intellectuelles et morales humaines dans le cadre de la sélection naturelle, il avait rangé les êtres humains parmi les autres animaux. Pour Mivart, une telle opération était impossible. Son idée était en fait que l'agir libre et responsable des êtres humains ne pouvait s'expliquer qu'en référence à une âme surnaturelle. Les humains, plus proches des anges que des autres animaux, représentaient pour Mivart des entités qualitativement différentes de toutes les autres espèces animales. Dans une perspective de ce type, évidemment, les capacités les plus typiques de la nature humaine, parmi les plus nobles, telles que la conscience ou le sentiment moral, ne pouvaient se justifier en termes de sélection naturelle. Pour Darwin, les arguments de Mivart résultaient du fanatisme religieux. La rédaction de la 6e édition de On the Origins of Species était l'occasion idéale pour lui donner une leçon. Ainsi que l'ont soutenu Desmond et Moore, 1991, la réponse de Darwin aux objections de Mivart fut un véritable coup de maître. Il avait bien compris l'importance des critiques avancées contre la théorie de la sélection naturelle. Il savait bien que la démonstration même d'un seul cas d'organe complexe qui ne pouvait s'interpréter en termes de modifications nombreuses, successives et légères aurait abouti à un effondrement de toute la théorie. Cependant, après avoir lu le livre de Mivart, Darwin resta ferme quant à ses convictions. L'argument des organes naissants se révélait tout à fait compatible avec la théorie de la sélection naturelle. En réponse à Mivart, Darwin utilise deux types de justifications. La première est qu'il n'est pas nécessaire qu'une aile ou un œil soit en mesure de voler ou de voir depuis l'état initial. Certains organes ont changé de fonction au cours du temps, les vessies natatoires transformées dans les poumons des amphibiens par exemple. Une perspective de ce genre, comme nous le verrons dans les chapitres suivants, connaîtra un grand développement ainsi que pour le thème de l'origine du langage, avec la théorie de l'exaptation de Gould et Verba, 1982. La seconde justification a affaire avec la question spécifique des rapports entre le gradualisme et la sélection naturelle. Bien que l'idée d'un organe complexe comme l'œil qui a pu être formé en passant par des étapes intermédiaires peut apparaître peu convaincante,
Il est possible de démontrer qu'il existe de nombreuses gradations entre un œil simple et imparfait et un œil complexe et parfait, chacune de ces gradations étant avantageuse à l'être qui la possède. Darwin 1859 page 186, Trad FR, page 247. Darwin a raison. Il n'est pas nécessaire à un organe d'être pleinement efficace pour jouer un rôle adaptatif. L'efficacité n'est pas une caractéristique du type tout ou rien. Il existe diverses formes d'yeux, certains plus sophistiqués que les autres, mais tous également adaptés à la vision. Dawkins, 1986-1996, a décrit en détail les passages graduels de l'apparition de l'œil humain, 40 chemins sinueux qui aident la vision à grimper le mont improbable. Il conteste l'idée qu'un œil à 5% ne sert pas à la survie parce que celui qui le possède n'est pas en mesure de voir. Une exigence aussi forte est requise uniquement par ceux qui soutiennent que la vue, ou le vol, sont des capacités qui se donnent entièrement ou pas du tout. Dawkins 1986 page 81 Trad FR page 102, écrit. Un animal primitif avec 5% d'œil aurait bien pu s'en servir pour autre chose que la vision, mais il me semble tout aussi vraisemblable qu'il s'en soit servi pour avoir 5% de vision. Par rapport à pas de vision du tout, il est très avantageux de disposer d'une vision qui vaut 5% de la mienne ou de la vôtre. De même pour l'1% de vision comparé à la cécité totale. Et 6% valent mieux que 5%, 7% valent mieux que 6%, et ainsi de suite en remontant la série graduelle et ininterrompue. Et il poursuit. Non seulement il est clair qu'un œil partiel vaut mieux que pas d'œil du tout, mais nous pouvons aussi trouver une série plausible d'intermédiaires chez les animaux modernes. Ce qui ne veut pas dire bien évidemment que ces intermédiaires modernes représentent réellement des types ancestraux. Mais cela démontre que des conceptions intermédiaires sont capables de fonctionner, IVI page 85, Trad FR page 106. Ces considérations de Dawkins sont extrêmement importantes pour aborder le sujet des organes naissants. Chaque degré d'efficacité fonctionnelle, même au minimum, offre un point d'appui à la sélection naturelle. Voir aussi juste un peu est certainement mieux que de ne pas voir du tout, ou bien c'est plus avantageux du point de vue. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.